Tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence du réseau Habitat Logement en partenariat avec l'ADCF et le cabinet Espace Cité sur le thème la cotation et les politiques d'accès au logement. Il s'agit de la 6e et dernière session du cycle de webconférence entamé en novembre 2015 sur la réforme de la gestion de la demande et les attributions des logements sociaux. L'enjeu de cette session d'aujourd'hui, de développer une approche, de savoir comment développer une approche plus qualitative et professionnelle des systèmes d'attribution. Cette webconférence a donc pour objectif de vous permettre de situer les grands enjeux des politiques de cotation et d'y réfléchir autour d'exemples concrets avec Claire Delpech, responsable habitat à l'Assemblée des communautés de France, Anne-Catherine Ledeuf, directrice générale déléguée d'Espace Cité, une agence spécialisée dans les politiques territoriales de l'habitat et du renouvellement urbain, et Nathalie Demélay, qui est responsable du service habitat à Rennes Métropole. Donc avant de passer la parole à Claire Delpech, je vous rappelle que vous pouvez évidemment poster vos questions et vos remarques dans le module qui est situé en bas de votre écran. Donc surtout, n'hésitez pas. Et donc je laisse la parole à Claire Delpech pour une introduction, une mise en perspective du sujet. Bonjour à tous. Alors c'est effectivement notre dernière webconférence qui est consacrée cette fois-ci à un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité. On va le voir tout de suite sur ces dispositifs de cotation et les politiques d'accueil dans le cadre de la réforme des attributions dont le projet de loi qui a été déposé la semaine dernière, enfin présenté la semaine dernière au Conseil des ministres accorde une large place. Alors, voilà. Le contexte est donc très très favorable, comme je le disais, à l'introduction de ce dispositif de cotation ou d'un dispositif de cotation. C'est un thème d'ailleurs qui avait été très très largement abordé dans le cadre des concertations menées par la ministre à l'époque du logement, Cécile Duflot, sur la réforme de la demande et des attributions. Il y avait eu un atelier piloté par Guy Potin, élu Habitat de Rennes Métropole, qui était entièrement consacré à cette question justement de la cotation. Ça a été repris en partie dans la loi Allure, qui donne la possibilité aux communautés de mettre en place, d'initier un système de cotation de la demande lié à un système de qualification de l'offre de logement, qui a débouché d'ailleurs sur l'obligation d'établir à l'échelle intercommunale le fameux plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, qui prévoit notamment d'informer les demandeurs sur les procédures, les critères de priorité qui leur sont applicables, enfin qui sont applicables à leur demande, de caractériser le parc, et notamment de donner des indicateurs concernant le délai d'attente moyen. Donc on voit bien là qu'on tourne autour de ce sujet. Il est à nouveau ressorti dans le cadre du comité interministériel Égalité et Citoyenneté en mars 2015, où parmi les mesures annoncées en faveur de la mixité sociale, il a été question de généraliser les systèmes de classement. Donc on retrouve ici la question de la cotation, classement selon des critères de priorité qui soient transparents et définis à nouveau à l'échelle intercommunale. Et puis, je le disais en introduction, on le retrouve lors du projet de loi Égalité et Citoyenneté qui vient d'être présenté au Conseil des ministres, qui poursuit la réforme des attributions et qui va encourager la cotation, mais surtout insister sur la location choisie. On pourra d'ailleurs se poser la question de la compatibilité entre ces deux dispositifs, le dispositif de la location et le dispositif de la cotation, et le dispositif de la location choisie, sachant que pour mettre en place une location choisie, il faut peut-être derrière avoir réfléchi un peu à un système de hiérarchisation et de classement de la demande. Par ailleurs, le projet de loi Égalité et Citoyenneté multiplie les différents quotas ou contingents, 25% de demandes de ménages les plus pauvres doivent devenir prioritaires, un quart des contingents pour les collectivités locales et Action Logement sont également prioritaires. Donc pour pouvoir croiser toutes ces obligations de contingents, il va bien falloir mettre en place un système de hiérarchisation. Alors finalement,
De quoi s'agit-il? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On parle de cotation, on parle aussi de scoring, hein. On a beaucoup évoqué la question du scoring qu'on voit moins apparaître dans la presse, mais qui a fait florès dans les premières heures de la concertation de 2012. En fait, c'est un système d'aide à l'attribution. Il s'agit de hiérarchiser les demandes de logement social en attribuant des points en fonction de critères qui sont à la fois prédéfinis et priorisés, de façon à organiser une file d'attente accompagnant le système d'attribution. Il faut dire que cette cotation, elle répond à la phase de rapprochement entre l'offre et la demande de logement, qui est vraiment qui a fait l'objet de nombreuses critiques, qui a été la boîte noire en quelque sorte, qui reste aux yeux d'un certain nombre d'observateurs la boîte noire du système d'attribution. Donc le système de cotation ne supprime pas bien évidemment les cales, mais ça permet d'organiser le travail en amont. Je crois que c'est important d'insister sur le fait que c'est une aide à la décision. Alors ces systèmes de cotation, ils ont finalement une triple vocation. Ils ont une vocation d'équité. Il s'agit d'assurer l'objectivité du processus d'attribution pour l'ensemble des demandeurs, de façon à ce que les éléments qui soient pris en compte soient objectivés et qu'on puisse objectiver la comparaison des situations, donc un objectif d'équité qui est extrêmement fort, un objectif de transparence que je citais tout à l'heure. L'idée, c'est d'éviter les risques de discrimination dans l'accès au logement, qui sont très souvent ciblés ou visés comme étant assez peu transparents, complexes, peu compréhensibles. Il y a un objectif d'apporter aussi une réponse explicite aux candidats d'un logement social et de faciliter finalement la communication entre le demandeur et le bailleur. Et puis, enfin, je crois qu'on peut rajouter un objectif de simplification peut-être dans les étapes de présélection, dès lors qu'on s'est mis d'accord sur un système de classement et d'hiérarchisation des demandes, et puis sans doute d'harmonisation des pratiques entre les différents bailleurs et réservataires d'un même territoire. Alors pour arriver à satisfaire ces objectifs, il y a bien évidemment des préalables qui ont fait l'objet des webconférences précédentes et auxquelles vous pouvez peut-être vous rapporter. Il y a deux préalables qui sont essentiels. Ça suppose d'avoir une bonne connaissance de la demande et bien évidemment une bonne connaissance de l'offre pour opérer ce rapprochement, pour qualifier l'offre et pour mettre en œuvre des objectifs de mixité et de rééquilibrage territorial lorsqu'il faut opérer des rééquilibrages ou des réajustements. C'est important d'avoir cette connaissance bien aboutie de la demande et de l'offre. Finalement, beaucoup d'expériences existent d'ores et déjà en matière de cotation. La plus récente, la plus fameuse est sans doute l'expérience parisienne qui est effective depuis 2014, mais qu'on évoque dans différents rapports, que la ville de Paris a évoqué dans différents rapports depuis les années 2008-2010. Le système rennais qu'on verra tout à l'heure, qui est connu et qui a fait l'objet de beaucoup d'expériences, d'examens, d'observations qu'on retrouve dans de très nombreuses publications, mais aussi celui de la métropole lyonnaise, qui est à l'origine un système qui a été développé par la ville de Lyon, et puis beaucoup de communes ont mis en place ce système de cotation ou de communautés. Je pense à la communauté du Pays de Voironnais, mais aussi Grenoble a mis en place un système spécifique de cotation. Alors, maintenant qu'on a vu peut-être les objectifs, les principaux enjeux, peut-être qu'on peut revenir sur un certain nombre de points de vigilance, alors que je vais citer de façon un peu rapide, mais qui seront redéveloppés par Anne-Catherine juste après moi. Le premier point, c'est évidemment la question
de la définition des critères. C'est une étape tout à fait déterminante, elle est porteuse d'enjeux. Hein. C'est là que va se situer véritablement le cœur de cette mécanique. Hein. Donc la définition des critères, c'est elle qui va garantir le côté égalitaire et transparent du classement et de la pondération. Donc c'est une phase extrêmement importante. Cette définition des critères, elle impose bien évidemment la prise en compte de critères nationaux et de critères légaux, mais elle va nécessiter, dès lors qu'on est sur des situations qui sont très différentes d'une collectivité à l'autre, la nécessité d'intégrer dans la machine, en quelque sorte, dans le dispositif, des critères locaux. Donc la question qu'on va se poser, c'est jusqu'où peut-on aller en matière de critères locaux? Il y a beaucoup de débats qui ont porté sur la question du lieu de résidence, hein, mais aussi sur l'ancienneté. On en verra, je crois, quelques exemples. Il y a la question de la gestion des refus. Hein, bien évidemment, un bon système de cotation permet peut-être d'apporter une réponse à la question des refus. Les réponses qui sont apportées par un certain nombre de collectivités, c'est la question, c'est le gel hein, en réponse à des refus qui seraient trop nombreux, notamment du gel du nombre de points, pardon. Dans ce type de questions-là, il faut aussi apporter des réponses à la question des ex-aequo. On verra peut-être quelques exemples. Et on voit bien que il y a nécessité d'introduire des souplesses dans les grilles qui peuvent être définies localement, ne serait-ce que pour prendre en compte des situations d'urgence qu'on n'a pas forcément pu identifier toutes au moment de la construction de la grille, ou encore pour prendre en compte la question des mutations. J'attire l'attention sur le fait que des grilles qui seraient trop compliquées deviendraient à la fois très très vite illisibles et vraisemblablement assez ingérables, donc iraient à l'envers de l'objectif de simplicité, d'équité qu'on voudrait mettre en place. Et puis deuxième peut-être élément sur la question des points de vigilance, le fait que les grilles sont appelées bien évidemment à évoluer et il faut prévoir dès l'élaboration de la grille la façon dont on va permettre au système de s'adapter dans le temps pour être efficace. Il faut à tout prix prévoir l'évolution des grilles, donc ça c'est un point important. Et autre point important, la question de la communication autour du dispositif, et notamment de la publication de la grille et celle des scores individuels. L'objectif, c'est de rendre transparent le système d'attribution, pas forcément le nombre de points, ce qui ne présente pas forcément un grand intérêt, puisqu'on voit que ce nombre de points, en fonction de ce qu'on va rentrer dans le dispositif, il peut évoluer à la hausse ou à la baisse selon les demandes qui vont venir s'ajouter dans le système de cotation. Donc, ce qui est important, c'est de rendre transparent le système plutôt que le score individuel. Bien évidemment, la question de l'évaluation a posteriori et du contrôle hein, qui va se mettre en place autour de cette grille ce dispositif de cotation hein, qui vont permettre de faire évoluer les grilles. La question de la co-construction, hein, la grille, elle ne peut pas être construite toute seule. La collectivité fonctionnant en vase clos, il faut bien évidemment qu'elle travaille avec ses partenaires et l'ensemble des réservataires, ce qui en vient à poser la question des différents segments du parc qui vont être concernés par le dispositif d'attribution. Est-ce que toutes les filières de la même façon, certaines filières, à Rennes par exemple, on verra que Action Logement pour le moment n'est pas encore concerné. On verra que Lyon avait mis en place différentes grilles de cotation selon les différents segments du parc. Donc il faut de toute façon se poser cette question et puis réfléchir à la question de la grille unique qui nécessite évidemment une concertation préalable entre les détenteurs des différents droits de réservation puisque chacun fonctionne avec sa propre logique, c'est bien ça qu'il faut voir. Hein. Donc comment on trouve des points communs et des systèmes pour accorder ces différentes logiques tout en étant respectueux des différents termes de composition de l'exercice autour de ces grilles de cotation. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, hein, quelques éléments de conclusion. Dire que la cotation de la demande, elle est surtout utile là où l'offre de logement social disponible est très inférieure à la demande, c'est-à-dire en territoire tendu, et elle nécessite
puisque ce n'est pas une fin en soi, cette cotation, elle nécessite de définir en amont, dans le cadre des conférences intercommunales du logement, dans le cadre des accords des ACI, des accords autour de cette conférence, définir une stratégie qui soit en lien avec les choix locaux, qui peuvent être très différents selon les territoires. Est-ce que la grille de cotation, elle doit prendre en compte la diversité de la demande, ou au contraire, est-ce qu'elle doit traiter en premier lieu les demandes les plus prioritaires? Comment est-ce qu'on introduit la question de la mixité, des réajustements territoriaux au sein de ces grilles? Voilà les questions que cette stratégie elle doit définir. Surtout, il faut retenir que la cotation ne fait pas l'attribution. C'est vraiment un outil d'accompagnement à la décision. Les bilans qui sont faits montrent que les demandes les plus cotées, c'est-à-dire celles qui ont le plus grand nombre de points, ne sont pas forcément celles qui vont être le plus rapidement satisfaites. Tout dépendra de la nature de l'offre et de la structure de l'offre. Donc c'est la structure de l'offre qui va rester le facteur qui va être le plus déterminant de l'occupation. Et puis, dernier point de conclusion, dire que une fois qu'on s'est engagé dans ce processus de cotation, il est difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Donc, il faut bien réfléchir préalablement avant de se lancer dans ce dispositif, parce que tout retour en arrière deviendra extrêmement compliqué. Merci beaucoup, Claire Dèche, donc, pour cette introduction. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Anne-Catherine Ledeuf, qui va rentrer donc dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Donc, effectivement, cette question des systèmes de cotation a pris un intérêt national très marqué dans le cadre de la concertation qui avait été engagée par Cécile Duflot en 2013 autour de cette volonté de réformer les politiques d'attribution et qui ont été consignées dans la loi Allure, considérant effectivement à l'époque que ces systèmes favorisaient tout particulièrement la transparence et l'objectivité des systèmes de décision dans ce rapprochement entre l'offre et la demande en logement. Le ministère s'était d'ailleurs interrogé à l'époque sur la généralisation et le caractère rendu obligatoire de ce système de cotation, ce qui n'a finalement pas été retenu, mais on le verra avec une évolution générale de la réforme des attributions. On voit bien que si ces systèmes ne sont pas rendus obligatoires, on voit bien que leur intérêt devient de plus en plus marqué dans une complexité technique d'application des attendus exprimés au niveau national. Alors, les deux statistiques que vous voyez affichées ici illustrent bien l'intérêt de ces systèmes pour à la fois constituer une aide à la décision stratégique et technique pour, dans les territoires particulièrement marqués par une distorsion entre l'offre et la demande, pour hiérarchiser les populations qui pourront bénéficier le plus rapidement de cet accès au parc locatif social. L'autre point de résonance de l'intérêt des systèmes de cotation, c'est ce qu'indiquait tout à l'heure particulièrement Claire Delpech, c'est cette perception par le grand public de procédures inéquitables, injustes, avec effectivement l'intérêt des systèmes de cotation pour favoriser la gestion la plus objectivée possible des attributions de logements sociaux. Alors le thème de cette webconférence vient aussi entrer en résonance avec deux études qui ont été rendues publiques par le Défenseur des droits le mois dernier et qui pointent effectivement cet enjeu de poursuivre l'effort en matière d'égalité d'accès au logement social et d'objectivation dans son instruction, en pointant bien évidemment les différences de critères d'appréciation entre les différentes filières d'accès au logement, les différents contingents, mais aussi la persistance de points de vue subjectifs dans l'instruction de la demande, pouvant dans un certain nombre de cas mener à des pratiques discriminatoires. J'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs, puisque les pratiques discriminatoires font partie des points de vigilance à mettre en place dans le cadre des systèmes de cotation. Donc bien évidemment, cette question-là, elle est à la fois d'une forte actualité et elle vient d'un point de vue technique et stratégique entrer en résonance avec un contexte en évolution que l'on connaît tous. Cette invitation à l'expérimentation a effectivement donné lieu au développement de plusieurs démarches qui ont été menées soit à l'initiative de collectivités locales pour gérer leurs droits de réservation, c'est le cas par exemple de la ville de Paris, soit à l'initiative d'organismes HLM, notamment en interorganisme, pour réfléchir sur leurs principes de gestion des mutations et plus globalement de gestion de leurs logements non réservés. C'est des démarches qui, encore une fois, viennent effectivement
illustrer cette préoccupation plus globale, hein, qui était notamment apparue fortement en 2013, d'une gestion plus qualitative et plus professionnelle de ces systèmes de décision qui conduisent à attribuer un logement à un demandeur, avec effectivement la nécessité, dans un certain nombre de territoires, d'ajuster les constats qu'on pourra mener entre la demande, la diversité de la demande et la consistance de la demande et les attributions effectives qui sont réalisées au jour le jour, ou bien évidemment, alors dans les graphiques que vous voyez plus ou moins à droite de ma diapositive, des distorsions, hein, qui apparaissent dans la quasi-totalité des territoires entre la consistance de la demande et les attributions effectivement réalisées, ce qui interpelle à la fois sur les choix politiques. Ces distorsions sont-elles assumées, volontairement portées par les décideurs ou pas, et en quoi ces décisions de priorité portées par les décideurs se retrouvent effectivement au quotidien dans la vie de la gestion de la demande et dans le travail des agents instructeurs. Ces systèmes de cotation, donc, viennent permettre de hiérarchiser les priorités d'attribution des différents partenaires dans un contexte de la coexistence de priorités d'attribution les priorités propres à chacun des réservataires, qui ne sont généralement pas les mêmes au sein des différents territoires, et puis celles des organismes HLM, adossés à leur règlement de commission d'attribution, et qui, par ailleurs, font aussi l'objet d'un certain nombre de priorités dans le cadre de la gestion de leur logement non réservé. On voit bien là que la complexité du système et la diversité des filières d'attribution conduit assez mécaniquement à regarder avec un certain intérêt la mise en dialogue, voire la mise en convergence de ces priorités dans le cadre de systèmes qui permettraient la qualification au plus fin de ces besoins, ce qui peut effectivement passer par l'énonciation de systèmes de cotation. Alors je rappelle à ce titre qu'effectivement les priorités d'attribution ont été redéfinies dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté, qui précise à la fois comment interpeller la question des mixités sociales, qui dans le cadre de l'égalité et citoyenneté est notamment un enjeu d'équilibre entre les quartiers en politique de la ville et le reste du territoire de l'agglomération, et également vient préciser, amender peut-être à la marge, mais malgré tout, la notion de droit au logement en effectivement complétant la liste des publics prioritaires définis au niveau national d'un certain nombre de publics complémentaires. C'est effectivement dans ce cadre-là également que les questions des cotations vont prendre un intérêt, puisque les différentes lois Allure, Égalité, Citoyenneté et loi Lamy prévoient un certain nombre de mise en convergence et de mise en concertation des stratégies des uns et des autres, avec, si c'est maintenu, des logiques de quotas d'attribution qui peuvent effectivement conduire à une certaine complexité technique et la nécessité pour les uns et les autres de se doter de systèmes d'aide à la décision. Donc effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces lois, simplement pour insister sur le fait que si les systèmes de cotation ne sont pas rendus obligatoires, contrairement à ce que la préparation de la loi Allure avait pu imaginer en son temps, petit à petit, la complexité du système et la volonté de la part de l'État quand même de donner mieux à voir les processus à l'œuvre et puis engager les acteurs vers des objectifs de résultats peut conduire effectivement à redonner un intérêt à ces systèmes de cotation dans un cadre plus général de mise en place de dispositions qui en facilitent la mise en œuvre, des fichiers partagés qui permettent dans un même document, dans un même outil d'avoir quasiment l'ensemble ou l'ensemble de la demande. Ça invite assez rapidement à la concertation entre acteurs et à la mise en place de systèmes de cotation qui en facilitent l'expression. Et ces logiques de quotas qui sont assez complexes et qui peuvent effectivement conduire à la nécessité de construire des aides à la décision au quotidien pour s'assurer que les objectifs de résultats décidés localement seront effectivement mis en place. Je ne reviens pas sur effectivement le détail des dispositifs, simplement rappeler que les systèmes de cotation peuvent constituer à la fois une aide à la décision dans les politiques d'accès au logement, c'est-à-dire quel type de demande je priorise plus fortement sur mon territoire et à quel type de public je vais donner accès au logement social dans des délais plus restreints que d'autres. Donc on est bien dans une politique d'accès au logement, mais aussi les politiques d'équilibre sociaux, les politiques de peuplement, puisque les systèmes de cotation peuvent aussi permettre, et on y reviendra tout à l'heure dans un certain nombre de retours d'expérience, de moduler les objectifs d'attribution au regard de la situation sociale que l'on peut observer dans un certain nombre de territoires de l'agglomération. Et donc une modulation des systèmes de cotation peut permettre là aussi d'avoir une attention particulière sur les flux d'attribution
pour réguler les spécialisations sociales qui auront pu être observées. Voilà, alors qu'est-ce que la réforme prévoit concrètement? La loi Allure prévoit un partage des informations relatives à la gestion de la demande. Ce sont ces fameux fichiers partagés qui permettent et qui doivent permettre de retrouver la demande prioritaire et les demandeurs en délai anormalement long, et puis de suivre toute la vie de la demande dans l'objectif d'en traiter en interpartenariat, mais aussi de rendre des comptes aux demandeurs. Je rappelle à ce titre que les fichiers, enfin, les gestions partagées de la demande peuvent être développés soit dans des systèmes locaux de fichiers partagés, soit dans un adossement au système national d'information qui doit permettre progressivement de favoriser le rapprochement entre l'offre et la demande, ce qui n'était pas son objet principal historique, si je puis dire. Obligation également de traçabilité des processus qui peut effectivement conduire à mettre en place des systèmes permettant de donner à voir aux demandeurs de logement quels sont les critères d'attribution qui ont été mis en place localement. Si les fichiers partagés sont rendus obligatoires, la cotation, encore une fois, n'est pas rendue obligatoire. On est dans un système de cotation facultative et en expérimentation engagée dans le cadre de la loi Allure, même si bien évidemment bon nombre de territoires n'ont pas attendu la loi pour mettre en place ces systèmes. Et dans le cas où les territoires se seraient dotés de systèmes de cotation, il y a nécessité d'intégrer dans ces systèmes de cotation les publics prioritaires. Ça, c'est le projet de loi Égalité et Citoyenneté qui le prévoit. C'est-à-dire que dans les systèmes de cotation, on doit pouvoir affecter des points spécifiques pour ces ménages. Avec l'allocation choisie, va devoir se faire de manière subtile. Si ce dispositif est maintenu après le débat parlementaire et dans la version finale de la loi, bien évidemment, il faudra être attentif entre l'articulation des systèmes de cotation mis en place et l'allocation choisie, étant entendu que dans les systèmes anglo-saxons dont s'inspire la France, l'allocation choisie est toujours adossée à des systèmes de cotation qui viennent filtrer ensuite, par ordre de priorité, les ménages qui se seront positionnés sur tel et tel logement. Voilà, donc je vais maintenant revenir sur des détails un peu plus techniques du fonctionnement des systèmes de cotation. Je vais peut-être passer rapidement sur cette diapositive, puisque Claire Delpech en a largement parlé, simplement pour bien rappeler qu'effectivement, ces systèmes de cotation, ce n'est pas une finalité en soi, ça répond à des enjeux politiques et stratégiques. Quelles demandes je veux prioriser plus fortement sur mon territoire, avec effectivement des capacités d'accès plus ou moins rapides au parc social, des enjeux managériaux, comment s'assurer du lien efficace entre ces intentions politiques énoncées au niveau global et la gestion au quotidien par les agents instructeurs de cette demande prioritaire. C'est bien évidemment tout l'enjeu de ces systèmes de cotation, d'assurer cet alignement stratégique entre des intentions politiques et la gestion quotidienne des attributions. Et puis des enjeux de gouvernance, puisque avec les fichiers partagés et la généralisation, peut-être un jour, en tout cas le développement des systèmes de cotation, on voit bien assez rapidement que se pose la question de l'articulation de cotation qui pourrait, dans un certain nombre de cas, être généralisée en interréservataire. Et c'est là aussi où l'exemple de Rennes Métropole est tout à fait intéressant. Les expérimentations qui ont été développées à la fois sur initiative locale et dans le prolongement de la loi Allure concernent globalement deux types de contextes. Des territoires tendus dans lesquels la question du choix stratégique de priorisation de la demande est tout à fait important, et puis aussi dans le cadre de gestion un peu spécifique, soit de filières de réservation, soit sur la question des mutations, notamment en interbailleur, qui effectivement permet de se concerter en interorganisme sur la manière dont les mutations sont organisées. Ces initiatives sont portées, dans la plupart des cas encore, quand même au titre de la gestion de droits de réservation d'un des partenaires. C'est le cas de la ville de Paris, mais aussi d'un certain nombre d'autres collectivités d'Île-de-France, où ce qui est en question, c'est la gestion du droit de réservation de cette collectivité en amont de la commission d'attribution du bailleur. C'est également développé dans un cadre partenarial, alors soit intercommunal, c'est l'exemple de Rennes Métropole, soit parfois départemental, c'est l'exemple de la Haute-Savoie, soit en interbailleur, c'est l'exemple effectivement de l'association HLM du Rhône qui a développé une démarche en interbailleur. Donc on voit bien là qu'on est quand même dans une grande diversité de démarches, du plus spécifique et du plus restreint de la filière gérée par tel ou tel contingent, au plus global et au plus intégrateur, si je puis dire, en interréservataire et en intercommunalité, qui est peut-être finalement le sens de l'histoire avec l'évolution de la législation et des expériences locales. Alors, de quoi est-il question concrètement? Il s'agit bien évidemment
pas d'attribuer de manière automatique un logement à un demandeur, mais de gérer une liste ordonnancée de demandeurs en amont du choix d'attribution pour effectivement s'assurer que les ménages auxquels on attribuera un logement correspondent aux choix politiques et stratégiques qui ont été énoncés localement, dans un système bien évidemment où la question qualitative reste importante, puisque le logement, un logement est bien évidemment aussi très tributaire d'un certain nombre de paramètres qui lui sont propres. On affecte des points en fonction de tel et tel critère, selon des systèmes de pondération qui généralement se cumulent, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, étant entendu qu'il faut être effectivement très prudent sur les effets de ces cotations, puisque leurs effets sont très conjoncturels, c'est lié aux caractéristiques propres du logement qui est libéré, la localisation du logement, ses caractéristiques techniques, ses caractéristiques plus globales, mais aussi à l'état de la demande à un temps T, puisque c'est en fonction de la diversité de la demande à un temps T que tel et tel demandeur va remonter plus ou moins haut dans la file d'attente. J'y reviendrai tout à l'heure sur la réserve et la prudence qu'il faut avoir dans les systèmes qui simulent pour le demandeur leur positionnement dans la file d'attente, puisque tout ceci est très conjoncturel. Voilà, alors quels sont les critères qui ont été mis en place dans les systèmes nationaux? Globalement, et ça paraît assez évident, on s'adosse sur les critères universels d'expression de la demande qui sont consignés dans les formulaires CERFA d'expression de la demande que vous revoyez ici, hein, la situation logement, les motifs de la demande et la situation du demandeur. Les critères que vous voyez exprimés en noir ici, que je ne vais pas détailler, sont les critères qui sont ceux des formulaires. Tout le jeu de la politique locale, c'est de voir comment on module effectivement à la fois la situation logement du demandeur et les motifs, la situation logement et la situation socio-économique du demandeur et les motifs de son expression de la demande. Alors, au-delà de ces grandes familles de catégories qui sont celles du formulaire CERFA, qui, encore une fois, sont prises de manière très diverse d'un territoire à l'autre, d'autres critères sont mis en place localement. Sur la question des motifs et de la situation du demandeur, il faut quand même se dire que dans les systèmes qui ont été mis en place, bien évidemment, la demande énoncée comme prioritaire au niveau national a généralement un nombre de poids plus important, puisqu'on peut considérer qu'effectivement, la demande prioritaire, ce sont les ménages en situation de mal logement, les ménages démunis, qui ont bien évidemment une nécessité, une évidence de nécessité d'accès au parc plus important et dans des délais, en tout état de cause, plus restreints que des ménages qui sont dans des situations de logement plus confortables ou dans des situations d'urgence personnelle moins fortes. Mais bien évidemment, tout ceci est modulé de manière très spécifique d'un territoire à l'autre. Je le disais, d'autres critères sont parfois mis en place. La question des mixités sociales avec la prise en compte de la situation par rapport au plafond qui, dans un certain nombre de cas, est pris comme une priorité. Ce sont les ménages les plus modestes qui, bien évidemment, ont besoin d'accéder le plus vite au parc social. En revanche, dans d'autres territoires, sur des quartiers concernés par une grande spécialisation sociale, à l'inverse, on a pu considérer dans ces territoires que des ménages situés, par exemple, à 80% des plafonds HLM seraient plus prioritaires que d'autres dans cet objectif de réintroduire une diversité socio-économique dans ces territoires. Le lien à la commune est parfois pris en compte. Il faut être prudent malgré tout sur la prise en compte de ce critère, puisque, j'y reviendrai tout à l'heure, ça peut être considéré comme un critère quasiment discriminatoire. La question de l'ancienneté est quasiment toujours prise en compte, puisque c'est ce critère qui permet, au-delà des délais d'attente plus restreints pour les ménages qui en ont le plus besoin, d'avoir quand même cette capacité de satisfaire une certaine diversité de la demande, et on verra tout à l'heure avec l'exemple de Rennes Métropole comment c'est pris en considération. Et enfin, la question des refus est quasiment toujours également considérée, avec, selon les cas, soit un gel provisoire de la demande quand le ménage refuse un logement pour motif dont on peut considérer qu'il n'est pas entendable, et là je pense que Nathalie Demélé pourra y revenir également, soit une perte de points. Donc c'est vrai que cette question des refus, elle est également regardée de manière très fine localement, dans l'intention effectivement de favoriser l'efficacité des systèmes, avec l'attention à avoir quand même à l'esprit d'un système d'attribution en France où on est très souvent à des taux de refus quand même assez importants, avec toutes les questions que ça pose effectivement dans le fonctionnement du système. Voilà, donc simplement une diapositive pour vous présenter l'exemple de Paris, hein, qui est un des rares cas de simulation de l'effet de la cotation pour le ménage qui serait demandeur de logement, avec sur le site ouvert, un public en ligne de la ville de Paris, la possibilité de simuler son nombre de points au regard de sa situation personnelle. Alors là encore, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut être très prudent sur l'effet de ce nombre de points qui peut être affecté à un temps T au demandeur, puisque l'effet sur son délai d'attente et d'accès au parc est très tributaire du logement qui se libère effectivement
et de l'état du fichier de la demande à un temps T, puisque son positionnement relatif sera lié à l'existence d'autres publics à un temps T. Donc bien évidemment, ce délai d'attente, on est très loin de l'estimation d'un délai d'attente moyen, on est bien plutôt dans l'estimation d'une place dans une file d'attente qui par ailleurs évolue très vite au jour le jour. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce retour d'expérience des systèmes de cotation, simplement pour vous dire qu'on est quand même, c'est très difficile de les comparer, parce que ce qui compte, ce n'est pas les points, mais l'effet des points dans la liste d'attente et dans la hiérarchisation de la liste d'attente. Ça permet quand même de voir l'importance relative à accorder à tel et tel type de critères et un peu les grandes catégories qu'on peut observer dans ces retours d'expérience. Il y a ce qu'on peut effectivement qualifier comme urgence, donc effectivement les ménages qui ne peuvent pas attendre, enfin qui ne peuvent le moins attendre cet accès au parc social et qui selon les différents territoires sont qualifiés de manière très différente. Donc là j'ai quand même mis une catégorie urgence, mais derrière cette catégorie urgence on a des mécanismes de décision qui sont très différents d'un territoire à l'autre. Tout ce qui a trait au parcours résidentiel et à l'adéquation demande et logement, où là, effectivement, dans toutes les expériences qu'on peut voir, il y a bien évidemment une attention particulière qui est menée au regard des publics dits prioritaires et donc des ménages en situation de mal logement ou des ménages démunis. Des critères qui, dans un certain nombre de cas, sont pris en compte au titre de la mutation interne au parc social. Alors, selon les territoires, c'est considéré comme pris en compte dans l'ancienneté de la demande. Le lien n'est pas évident quand même. Et dans d'autres territoires, il y a des points supplémentaires qui sont accordés aux ménages en situation de mutation. La question de l'ancienneté, elle est présente dans toutes les expériences. Et cette question des mixités sociales, encore une fois, elle est assez peu présente jusqu'à présent. Là, j'ai l'exemple de Montreuil, qui est un système de cotation un peu ancien. Donc, je m'excuse par avance si un jour Montreuil voit ce système de cotation, parce que je n'ai pas forcément mis à jour mon analyse. Simplement, cet exemple me semblait intéressant dans la perspective, effectivement, de l'application d'égalité et citoyenneté, puisque ça pourrait constituer une aide à la décision, notamment pour attribuer plus fortement, en dehors des QPV, des logements aux ménages pauvres et peut-être moins fortement en quartier, en politique de la ville, avec effectivement toutes les réserves qu'on peut avoir sur l'application finale de cette loi et les systèmes de quotas qui sont un peu complexes, avec dans un certain nombre de territoires une prudence qui est portée au regard de ces systèmes de quotas. Voilà, je vais terminer simplement par des éléments de bilan sur le sens de ces expériences pour effectivement, alors d'un point de vue technique, rappeler que l'enjeu, c'est dans la détermination des critères de s'assurer qu'effectivement ces critères permettent effectivement de départager les demandes, donc avoir une latitude et une amplitude importantes dans les notes attribuées, parce que le risque, à l'inverse, c'est d'avoir finalement quand même des files d'attente peu hiérarchisées, donc il faut être attentif dans les simulations qui sont mises en place. Une phase de test assez indispensable pour s'assurer des effets de la cotation. Et là, ce qu'on peut mesurer, c'est les évolutions de la positionnement de tel et tel type de demandeur dans la file d'attente. On sait très difficilement estimer les délais d'attente, encore une fois. S'assurer que les systèmes de cotation n'entraînent pas de pratiques discriminatoires. Et là, je reviens sur une diapositive que je vous ai déjà présentée, mais il faut être très attentif au fait qu'on ne peut pas déterminer des critères d'attribution en fonction des 20 critères de discrimination énoncés au niveau national. Certains d'entre eux sont connus, l'origine. L'ensemble des acteurs du logement social savent qu'on ne peut pas refuser un logement au titre de l'origine, mais il faut être également attentif à la situation de famille. Donc, situation de famille peut recouvrir des situations de grandes familles, de grands ménages ou de familles monoparentales, mais aussi l'âge, qui était pris en compte dans un certain nombre de priorités d'attribution au niveau local. Au titre des prescriptions du défenseur des droits, on ne peut pas prendre le critère de l'âge dans les systèmes de cotation, ni pour minorer l'accès au parc social de telle et telle catégorie de ménages, ni pour le favoriser, puisque la discrimination positive est également considérée comme une discrimination. Dans cette liste de discrimination a été rajouté un dernier critère, le lieu de résidence, qui effectivement doit être mesuré et mis en place avec beaucoup de prudence au niveau local. Ce que considère aujourd'hui le défenseur des droits, c'est que le lieu de résidence peut être pris en considération pour départager deux demandes classées au même niveau, mais pas comme un critère de refus ou d'ignoration a priori d'accès au parc, puisque c'est maintenant considéré comme un critère de discrimination. Et l'exemple de Paris est illustratif de ça, puisque à Paris, ce n'est pas un critère de pondération, mais c'est un critère de survalorisation des ménages en origine de Paris dans le partage, enfin, la détermination finale de candidats qui pourraient être au même niveau.
L'objectivation et l'automatisation ne sont pas possibles. Enfin, on n'est pas dans un système presse-bouton comme le dit Rennes. Donc là, j'utilise les mots de Nathalie Demêlé que je trouve très justes. C'est vraiment une aide à la décision. Hein. On n'est pas dans une attribution automatique d'un logement à un ménage, puisque le contexte de cette attribution est très important. Il y a des critères qu'on ne peut pas intégrer au système de cotation, notamment certains critères d'urgence ne peuvent pas être a priori déterminés de manière suffisamment fine. Et puis, bien évidemment, il y a un choix qualitatif qui doit être porté entre le rapprochement le plus fin et le plus pertinent possible entre un logement donné et un ménage dans une situation qui lui est tout à fait particulière. Et puis bien évidemment, ces systèmes de cotation, c'est un outil au service d'une politique plus globale qui implique bien évidemment d'évaluer très régulièrement les effets de ces systèmes sur les flux d'accès au parc, effectivement. Est-ce qu'on a régulé les distorsions qu'on avait pu observer? Est-ce que les attributions les plus rapides sont bien celles que les élus ont décidées localement, avec effectivement la nécessité d'évaluer cette politique régulièrement et puis de mettre à jour, dans un certain nombre de cas, les systèmes de cotation pour s'assurer qu'effectivement, ils restent pertinents et qu'ils correspondent au mieux aux intentions politiques qui auront été exprimées localement. Voilà, donc nous pouvons passer à un premier jeu de questions-réponses avec Anne-Catherine Ledeuf et Claire Delpech. Sur cette première partie d'intervention, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le module qui est situé en bas de votre écran. Donc nous attendons vos questions et vos remarques. Peut-être en attendant que nos participants nous posent leurs questions, Anne-Catherine, moi je note que c'est quand même assez compliqué à la fois de déterminer des critères de cotation sans que ça n'entraîne, parfois sans le vouloir évidemment, des phénomènes de discrimination. On l'a vu notamment par rapport à l'âge. Et ça a été l'objet de plusieurs questions lors d'une des dernières webconférences. Enfin, c'est tout le paradoxe du système, c'est-à-dire qu'effectivement, un des pertinences et un des apports des systèmes de cotation, c'est d'éviter les a priori et la discrimination dans l'accès au logement. Toutefois, il faut bien évidemment que les acteurs locaux qui s'engagent dans ces démarches aient bien connaissance de la diversité des critères jugés discriminatoires. Hein, ils sont définis juridiquement. Et notamment effectivement des profils types de public dont on peut considérer, en tout cas les acteurs locaux ont tendance à considérer qu'ils peuvent être soit non porteurs de mixité, soit devoir bénéficier d'une politique publique plus marquée à leur encontre. C'est le cas effectivement de l'âge, où effectivement un certain nombre de chartes d'attribution communales menées de longue date, il y a une décennie, hein, prévoyaient une priorité d'attribution aux jeunes ménages en décohabitation. Effectivement, ça peut être un critère qui peut être considéré comme discriminatoire. Et à l'inverse, des familles monoparentales dont certains publics peuvent considérer qu'ils sont porteurs de difficultés de coexistence dans un même immeuble, une même cage d'escalier, ou non porteurs de mixité sociale. Là, bien évidemment, on est aussi dans un critère qui peut être considéré comme discriminatoire. Donc, il faut bien évidemment, dans le cadre de ces systèmes de cotation, être très attentif au fait qu'on n'a pas des critères qui relèvent de ces 20 critères de discrimination. Avec le cas particulier de la discrimination au lieu de résidence, qui est un amendement qui a été porté dans le cadre de la loi Ville, qui au départ était prévu au titre de l'accès à l'emploi, mais qui, du fait du caractère universel des critères de discrimination, s'applique aussi à l'accès au logement. C'est la raison pour laquelle le défenseur des droits considère aujourd'hui qu'on ne peut pas restreindre et surtout refuser l'accès à un logement pour motif de non-résidence dans la commune concernée par la libération de ce logement. Donc ce point-là doit faire effectivement l'objet d'une attention particulière, puisque même si c'était prévu dans le droit européen comme un critère ne devant pas minorer l'accès à un service public, maintenant c'est considéré effectivement plus clairement comme un critère de discrimination, et c'est d'ailleurs rappelé dans la loi Égalité et Citoyenneté, puisque la loi Égalité et Citoyenneté dit qu'on ne peut pas refuser un logement pour motif exclusif de non-résidence dans la commune concernée par la libération de ce logement. Merci. Alors une autre question de Madame Martin Raget de la métropole Aix-Marseille-Provence. Elle nous indique qu'elle n'a pas très bien compris la façon dont le critère lieu de résidence jouait dans la cotation utilisée par Paris. Est-ce que vous pouvez le repréciser? Oui, alors l'esprit de la prise en compte de ce critère
c'est de considérer qu'à situation équivalente, c'est-à-dire que quand vous avez un logement qui se libère, que vous ouvrirez votre fichier de la demande, si vous avez 2 ménages qui sont au même niveau, alors c'est le ménage habitant Paris qui pourra être pris en considération. C'est un critère de choix ultime, quelque part, pour départager 2 demandes. Dans la réalité, ce qui est mis en place, et vous pouvez le voir en allant sur le site dont j'ai présenté une image tout à l'heure, hein, donc le site de présentation au grand public du système de cotation, vous voyez que ce n'est pas de l'attribution de points, mais des pourcentages qui viennent booster un petit peu les ménages à la marge, vraiment à la marge, qui habitent Paris au regard des autres demandeurs. Donc, je ne suis pas certaine d'être très, très claire dans ma réponse. Je vous conseille d'aller voir, ça mériterait d'être visualisé, ce portail grand public, puisque vous verrez que dans tous les critères pris en compte dans la cotation, on est sur des systèmes de points, par exemple 10 points pour un ménage en situation de suroccupation. Pour les ménages habitant Paris, c'est un pourcentage de majoration du nombre de points global dont il aura pu bénéficier au travers de ce système de cotation. Alors, Madame Jagielski de la communauté d'agglomération du Soissonnais nous demande un critère de priorité donné aux ménages ayant un emploi sur le territoire communal ou intercommunal est-il considéré comme discriminant? Alors, je ne suis pas juriste, j'aurais tendance à dire qu'on n'en est pas loin. Effectivement. Alors, est-ce que c'est discriminant ou est-ce que c'est une contradiction avec le droit européen? Je dirais plutôt que c'est une contradiction avec le droit européen, puisque le droit européen, au nom de la libre circulation des personnes, considère que le lien à la commune ne peut pas être un critère de choix dans l'accès à un service public. Donc c'est plutôt à ce titre-là, je pense, que le lien avec un emploi lié à la commune peut être éventuellement considéré comme problématique. Ceci étant dit, encore une fois, je ne suis pas juriste. Il faut faire très attention à la question de la mobilité professionnelle, puisque c'est considéré quand même par l'État comme un critère d'attribution auquel il faut donner une attention particulière, étant entendu par exemple que dans l'ajustement des critères de priorité au niveau national, la mobilité professionnelle est prise en considération de manière plus spécifique aujourd'hui. Donc encore une fois, j'aurais tendance à vous dire plutôt interpeller le défenseur des droits sur cette question, puisque c'est le plus à même de vous éclairer sur cette problématique. Alors, une question de Madame Girard de la mairie de Choisy-le-Roi. Quel est ou quels sont les logiciels utilisés pour la mise en place de ces cotations? Alors, il y en a plusieurs. Ça peut être, dans la diversité des systèmes, ça peut aller du système développé très spécifiquement au niveau de telle et telle commune qui est finalement dissocié de son fichier partagé. Nous, on a développé pour certaines communes qui préféraient avoir recours à des logiciels avec lesquels elles se sentaient à l'aise, des systèmes sous Access et Excel. Donc très concrètement, ça peut être des systèmes très simples hein, qui, à partir d'un fichier, quelle que soit sa configuration et son support, ensuite est retrié dans un système développé localement, jusqu'au logiciel et au progiciel de fichiers partagés qui intègrent des systèmes de cotation en développement de modules complémentaires. Donc, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de publicité sur des progiciels, mais effectivement, c'est soit intégré à ces progiciels, soit ça peut être développé à côté, étant entendu que le système national d'information, le SNE, ne prévoit pas pour l'instant de système de cotation. Alors, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous donnions la parole à Madame Demélay. Métropole, c'est une métropole de 43 communes, de plus de 420 000 habitants. Donc ça, effectivement, c'est un élément de contexte. Et comme a terminé tout à l'heure sa présentation Anne-Catherine en disant que les systèmes de cotation étaient à resituer dans une politique globale de l'habitat, avant de commencer à parler de l'outil, parce que la cotation n'est qu'un outil, je tenais à resituer effectivement cette question de cotation dans le cadre de la politique de l'habitat. Alors, je ne vais pas vous faire la politique de l'habitat en détail de Rennes Métropole,
mais je pense que c'est important de resituer notre dispositif de rapprochement offre-demande dans le cadre d'une approche beaucoup plus globale. Et cette approche globale, elle est définie dans le programme local de l'habitat, et dans ce programme local de l'habitat, qui vient d'ailleurs d'être adopté pour la période 2015-2020, dans ce programme de l'habitat, on y trouve un objectif transversal à toutes les actions, qui est la question de effectivement concilier l'accueil des plus démunis, de la mixité sociale, tout en garantissant l'équité d'accès de tous au logement social. Donc ça c'est extrêmement important, parce que c'est ce qui va effectivement définir le cadre de l'ensemble de nos actions. Et puis, dans ce programme local de l'habitat, on y retrouve aussi les articulations de la politique locale de l'habitat avec le plan départemental pour le logement des plus démunis, notamment via la mise en œuvre d'outils spécifiques au service de l'accueil des plus démunis. Là aussi, c'est un élément important, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça s'articule avec ce qu'on appelle la filière de droit commun, qui fait l'objet de la fameuse cotation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça schématise notre programme local de l'habitat. Au cœur de ce programme local de l'habitat, l'objectif, c'est bien de loger, et donc 4 grandes orientations. Une première, parce qu'il ne sert à rien, vous avez cité tout à l'heure, je crois que c'est Claire Delpech qui a cité Guy Potin, ex-vice-président de Rennes Métropole en charge du logement. Il disait toujours, il ne sert à rien d'avoir des outils de classement de la demande si on n'a pas de logement à attribuer. Et donc, une des premières orientations, bien entendu, c'est la question du développement de l'offre et de l'équilibre de ce développement de l'offre. Deuxième grande orientation extrêmement importante, c'est la question de l'attractivité des parcs existants et l'action qu'on peut avoir sur ces parcs existants pour maintenir leur attractivité. Et puis, les 2 autres orientations qui nous préoccupent plus ce matin, qui est l'orientation qui définit toutes les actions permettant d'assurer l'équité d'accès au logement. Et enfin, dernière orientation, qui est l'orientation qui permet effectivement de définir les conditions de mixité et l'équilibre de peuplement sur notre territoire. Donc, autre élément de contexte, je pense que c'est important pour comprendre aussi ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est que notre politique locale de l'habitat a plusieurs caractéristiques. La première, c'est la question de la temporalité. Effectivement, les différentes lois qui viennent viennent d'être mises en place, la loi Allure, la loi Lamy ou le projet de loi Égalité Citoyenneté, s'inscrivent dans des temporalités de mise en œuvre très courtes, alors qu'en ce qui concerne notre dispositif et celui que je vais vous présenter, s'inscrivent dans une temporalité beaucoup plus longue, puisque notre première politique locale de l'habitat remonte au milieu des années 80, basée sur un diagnostic partagé qui a été favorisé via la mise en place d'un observatoire de l'habitat. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est la question de la temporalité. J'insiste là-dessus parce que la construction de dispositifs partenariaux ne se décrète pas du jour au lendemain, et ça suppose effectivement de s'inscrire dans un temps d'échange et un temps de partage et de diagnostic. Deuxième caractéristique, nous avons une action en matière d'habitat qui s'intéresse vraiment à la question de la gestion globale de l'offre et à tous les segments de la chaîne du logement, parce que nous sommes convaincus et persuadés qu'effectivement, il faut s'intéresser à l'ensemble de cette chaîne du logement et à tous ces segments, puisque quand on a un segment qui se grippe, eh bien, c'est toujours les publics les plus en fragilité, les plus modestes qui en font les frais au bout du compte. Troisième caractéristique, c'est des grandes orientations métropolitaines, des objectifs communs à l'échelle des 43 communes, avec une gouvernance métropolitaine forte, mais des mises en œuvre qui sont toujours déléguées. Donc des mises en œuvre toujours déléguées aux communes ou aux partenaires dans le cadre d'une logique de proximité. Donc ça, c'est aussi important, c'est la manière dont on emboîte la responsabilité dans la mise en œuvre de chacun des acteurs. Et enfin, quatrième caractéristique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a un programme local de l'habitat fortement articulé avec le plan départemental pour le logement des plus démunis, et tous les dispositifs concernant l'accueil des publics les plus démunis en situation d'urgence sont gérés à l'échelle intercommunale et articulés avec la filière de droit commun.
Contexte juste pour dire que on parle de quand on parle de cotation de la demande en ce qui concerne Rennes Métropole, c'est une cotation effectivement qui concerne 40 000 logements sociaux familiaux. On a une tension maîtrisée, non pas parce qu'on n'a pas de demande, puisque, alors là je vous ai mis le chiffre de l'année dernière, mais on est un peu plus de 14 000 demandes en stock, actives, en attente, mais parce qu'effectivement, cette tension a été maîtrisée par une production très importante ces dernières années, depuis 2005, qui fait qu'on a doublé notre nombre d'attributions annuelles, puisqu'on est passé de un peu plus de 2000 attributions annuelles à plus de 5558 logements attribués l'année dernière. Un fort rééquilibrage de l'offre entre la ville-centre et les communes périphériques. Au début, en 2005, 90% de l'offre sociale était concentrée sur la ville de Rennes. Aujourd'hui, la ville de Rennes, l'offre sociale sur la ville de Rennes ne représente plus que 68% de l'offre sociale, donc un fort équilibrage sur l'ensemble des communes périphériques. Une autre caractéristique aussi importante, nous avons 4 bailleurs principaux et un interbailleur fort qui permet de construire des politiques contractuelles et partenariales dans ce contexte-là. Autre caractéristique également, on a un dispositif ancien de gestion de la demande basé sur un fichier commun partagé, géré à l'échelle intercommunale et sous gouvernance donc métropolitaine. Il faut savoir que sur notre territoire, les organismes HLM n'enregistrent pas la demande, ce sont les communes qui enregistrent la demande, et notre fichier commun de la demande, on y reviendra tout à l'heure, est interfacé avec le patrimoine des bailleurs, et c'est effectivement dans ce dispositif d'interface que s'effectue le rapprochement offre-demande. Et puis enfin, dernier élément de contexte, notre nouveau PLH qui vient d'être adopté et qui a mis autant notre PLH de 2005-2014 mettait au cœur de sa préoccupation le rééquilibrage de l'offre. Aujourd'hui, on est dans la 3e étape, on va dire ça comme ça, où notre nouveau PLH n'est plus centré sur le rééquilibrage de l'offre, qui est aujourd'hui un acquis pour notre territoire, mais est centré sur la question de l'équilibre de peuplement, parce qu'un rééquilibrage d'offres sociales ne garantit pas, loin s'en faut, le rééquilibrage du peuplement et de la mixité sur un territoire. Voilà, je passe ça. Je vous ai juste mis, parce que ça aussi c'est un élément extrêmement important de nos dispositifs mis en œuvre de notre PLH, c'est qu'on a un programme local de l'habitat contractualisé avec l'ensemble des communes, et dans ces contrats avec l'ensemble des communes, effectivement, on y reprend les objectifs quantitatifs, qualitatifs, mais aussi les objectifs les objectifs communs qui concernent la gestion de la demande, l'accès au logement, la question des dispositifs de rapprochement offre-demande. Donc, il y a bien une approche globale de cette contractualisation avec les communes, et c'est que dans le cadre du respect de cette contractualisation qu'effectivement Rennes Métropole peut accompagner les communes dans des aides financières à la diversité de l'habitat, à la mise en œuvre de réserves foncières, etc. Donc, on est vraiment dans cette approche globale qui permet effectivement tout le temps de gérer la question de la production de logement, quel logement on produit, pour loger qui et comment on fait pour loger les personnes qui sont à loger et qui sont définies dans le cadre du projet communautaire. Et notamment cette contractualisation avec un des acteurs essentiels qui nous occupe ce matin, les organismes HLM, va porter aussi bien sur les questions de production, le niveau de PLUS, le niveau de PLAI, le niveau de PLS, mais aussi sur les questions d'attribution, la manière dont on procède, sur la question de la politique des loyers, sur la question des mutations. Donc tout ça est effectivement défini dans un cadre contractuel, à la fois en interorganisme et bailleur par bailleur. Donc, on arrive plus précisément à la question de notre dispositif de rapprochement offre-demande avec un partenariat que j'ai décomposé. Alors, j'ai pas mis Action Logement ce matin pour pas complexifier le propos, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais un partenariat qui repose sur le triptyque suivant. Rennes Métropole, qui assure la gouvernance du système global de gestion de la demande et du rapprochement offre-demande, définit avec les partenaires les orientations en matière d'attribution et les contractualise et s'assure de l'évaluation
effectivement du respect des objectifs via son agence d'urbanisme. Les communes qui enregistrent la demande, toutes les communes de Rennes Métropole sont lieu d'enregistrement de cette demande, elles gèrent les files d'attente sur leur territoire et effectuent le rapprochement offre-demande, puisque nous travaillons, je vais le dire tout à l'heure, sur la base d'un outil ImoWeb qui nous permet effectivement d'avoir un rapprochement offre-demande de manière informatique. Donc, c'est les communes qui effectuent ce rapprochement offre-demande hors mutation, puisque les mutations, effectivement, sont gérées par les bailleurs sociaux qui, eux, sont beaucoup plus spécialisés dans la gestion des parcours résidentiels, donc pour les ménages qui sont déjà logés dans le parc HLM. Et les organismes HLM attribuent in fine, bien entendu, les logements via les CAL. Donc, je fais bien la distinction. Les communes proposent, les organismes HLM attribuent. Deux filières d'accès au logement sur notre territoire. Une filière qu'on appelle la filière de droit commun, qui est donc une filière basée sur un fichier unique de la demande. Et ce fichier est classé par points, par ordre de priorité, en tenant compte à la fois des questions de l'ancienneté des demandes, mais aussi de la situation socio-économique des ménages. On y reviendra tout à l'heure, puisque vraiment la question de la cotation qu'on se pose toujours quand on met en place ou quand on révise la cotation, c'est bien la question de l'équilibre entre l'ancienneté d'une demande et les priorités qu'on doit donner à cette demande au regard de ces critères socio-économiques, Sachant que sur Rennes Métropole, on a une bonne fois pour toutes réglé la question d'accès au logement social en considérant que l'accès au logement social devait être assuré pour tout ménage répondant aux critères du logement social. Donc, notre filière de droit commun n'est pas une filière spécialisée pour l'accueil des publics en plus grande difficulté. Et à côté de ça, on a une filière de relogement social prioritaire qui, elle, est une filière spécialisée et qui donc est une filière qui s'adresse aux ménages qui ne peuvent pas attendre leur tour dans la filière de droit commun. Et donc, chacun des ménages, mais je vais vous l'illustrer dans un instant, chaque ménage a la possibilité, inscrit dans la filière de droit commun, d'actionner la filière de relogement social prioritaire au regard de la situation d'urgence de sa demande. Ah, excusez-moi. Animation de diaporama qui est un peu longue. Donc, tout ça, on utilise un outil d'enregistrement qui s'appelle ImoWeb. Donc, c'est un outil commun d'enregistrement et de centralisation de la demande, mais aussi de l'offre. Donc, ça, c'est très important puisque toute l'offre des bailleurs transite par ImoWeb et c'est un outil, bien entendu, interfacé au système national. L'administration de l'outil et donc sous la responsabilité de Rennes Métropole, donc c'est une administration métropolitaine. On gère bien entendu la gestion de l'outil, la question des droits d'accès, la question des paramétrages, donc la gouvernance de l'outil est bien métropolitaine, mais par contre la gestion de la demande et la gestion des propositions d'attribution, c'est une gestion faite par les communes dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans un souci de proximité. Et puis l'outil, c'est un outil de connaissance et d'observation permanente au service de l'évaluation. Alors, la cotation de Rennes Métropole, le système de cotation du droit commun est basé sur la philosophie, effectivement, est basé initialement, puisque c'est un système de cotation pour nous qui remonte à énormément d'années, puisque sur la ville de Rennes, il est en place depuis le milieu des années 60 et pour Rennes Métropole, il est en place depuis le début des années 2000. Donc c'est un système de cotation dont l'objectif initialement n'était pas l'objectif d'assurer une transparence vis-à-vis du demandeur. Donc on n'était pas dans une logique de rendre des comptes aux demandeurs, mais plutôt d'assurer l'équité d'accès au logement social de tous les demandeurs sur un territoire donné. Et en ce qui concerne Rennes Métropole, depuis les années 2000, d'effectivement d'assurer l'équité d'accès sur l'ensemble des communes de Rennes Métropole.
Je dirais qu'initialement, la philosophie, en tous les cas pour Rennes Métropole, du dispositif de cotation, c'était de s'assurer de définir une règle du jeu commune pour l'ensemble de notre territoire et faire en sorte que les communes s'inscrivent dans la mise en œuvre de cette règle commune et qu'il y ait donc un traitement équitable des demandes, quels que soient les territoires concernés par la demande. Donc, on a un fichier unique de la demande classé par point de priorité qui tient compte à la fois, qui va permettre à la fois de favoriser l'accès au logement des ménages les plus précaires, j'y reviendrai, en déclenchant des points par rapport à la situation sociale et économique du ménage, grosso modo sur les mêmes indicateurs que Anne-Catherine présentait tout à l'heure, et puis mais articulé aussi avec la question de la prise en compte de l'ancienneté, parce que encore une fois, sur notre territoire, on considère que l'accès au logement social est un accès généralisé pour tout demandeur qui rentre dans les conditions définies par les textes, mais en accordant une priorité, c'est-à-dire, quand je dis une priorité, c'est-à-dire effectivement en permettant aux ménages les plus éloignés du parc privé et ayant le moins de solutions sur le parc privé, d'accéder plus rapidement au parc social. Donc, un classement hiérarchisé de la demande qui s'applique de manière universelle, quelle que soit la localisation du logement, y compris dans les quartiers politiques de la ville, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est une évolution de notre dispositif, et également, quelles que soient les caractéristiques du logement, qu'on soit sur du logement en livraison neuve ou sur du parc ancien. Et puis, comme l'a rappelé tout à l'heure Anne-Catherine, ce n'est surtout pas un outil presse-bouton, c'est-à-dire qu'on était bien dans une logique, d'aide à la décision. Alors, on a apporté quelques évolutions et j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'idée de la hiérarchisation des files d'attente par typologie de logement, c'est bien un outil d'aide à la décision, un outil au rapprochement de l'offre et de la demande, et non un système automatique d'attribution, tout simplement parce que effectivement, une demande, des indicateurs ne suffisent pas à qualifier une demande. Je vais prendre un exemple très concret et très facile. On peut très bien avoir une personne ayant des difficultés de mobilité arriver en haut de la file d'attente et voir le premier logement qui se libère dans la typologie demandée, être au 4e étage sans ascenseur. Et bien évidemment que cette personne-là, même si elle arrive première de la file d'attente, ne sera pas proposée sur ce logement-là qui nous paraît inadapté à sa qualité de demande. Excusez-moi. Et puis à l'inverse, on peut très bien avoir un logement qui se libère sur un loyer relativement élevé et avoir un ménage en face qui arrive effectivement en premier de la file d'attente, avoir un ménage avec des revenus faibles qui ne pourrait pas assumer le loyer en question. Donc là aussi, il y a bien une question d'instruction de ce rapprochement offre-demande qui plaide sur le fait qu'effectivement, on ne peut pas être sur un système automatique d'attribution. Donc, très concrètement, comment cela se passe sur Rennes Métropole? Donc, un demandeur dépose une demande de logement social. Il dépose sa demande de logement social et au moment où il la dépose, sa demande, elle est caractérisée sur l'ensemble des indicateurs qu'on verra tout à l'heure, qui nous permet de coter la demande. Alors, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de dépôt, il y a forcément un dépôt déclaratif, mais un demandeur qui déposerait une demande uniquement sur déclaratif, c'est-à-dire sans pièce justificative, ne se verrait pas intégrer les files d'attente puisque sa demande ne serait pas cotée. Donc, en ce qui nous concerne, la demande est cotée que sur justificatif, ce qui nous différencie d'ailleurs par rapport au système parisien. Donc, le demandeur fournit l'ensemble des pièces justificatives, ce qui va permettre effectivement de saisir les informations et de manière très automatique, le logiciel ImoWeb va accorder des points en fonction des caractéristiques de la demande, soit sur les conditions de logement du ménage, soit sur ses conditions de ressources, soit sur ses conditions liées au travail. Donc, une fois que sa demande est classée dans cette file d'attente par typologie, quand un logement se libère,
eh bien, quand le candidat arrive en haut des files d'attente et qu'un logement se libère, eh bien, ce candidat, si le logement qui se libère correspond à sa demande et que le candidat correspond au logement, alors la filière de proposition, en l'occurrence la commune, va proposer le candidat à l'organisme HLM et l'organisme HLM, au sein de sa cale, va instruire cette proposition et donc va soit refuser la proposition, soit l'ajourner, même si c'est plus tout à fait d'actualité, puisque les ajournements aujourd'hui ne sont plus conformes par rapport aux dispositifs réglementaires, soit effectivement switcher un autre logement qui va considérer plus adapté donc au candidat. Je attire votre attention sur le fait que nous ne proposons qu'un seul candidat à la cale, puisqu'on considère que la priorisation, la hiérarchisation, elle a été vue de manière collective, qu'on a défini de façon partenariale ces critères de hiérarchisation. Et donc, quand un logement se libère, eh bien, effectivement, le candidat qui est proposé, c'est le premier candidat qui arrive en haut des files d'attente et qui correspond au logement qui se libère. Donc, on considère qu'on n'a pas à envoyer plusieurs candidats, mais ce candidat-là à l'organisme HLM pour instruction au sein de la cale. Alors, si le candidat est dans une situation d'urgence, que se passe-t-il? Alors, jusqu'au début des années 90, qu'est-ce qui se passait? Quelque chose de très simple. Il était en situation d'urgence. Donc, il y avait saisine de la commission d'attribution, la commission partenariale d'attribution, pour organiser le fait que le candidat doublait la file d'attente au regard de sa situation d'urgence. C'est-à-dire que même s'il arrivait en dernière position de la file d'attente, il arrivait 500e TT2, eh bien sa situation d'urgence faisait qu'on lui faisait doubler la file d'attente pour lui proposer le logement qui se libérerait. Au début des années 90, on a considéré que c'était illisible pour le demandeur, pour l'ensemble des demandeurs, et surtout qu'il y avait beaucoup trop de situations d'urgence à gérer, qui faisait que du coup, on ne garantissait plus l'équité d'accès pour l'ensemble des demandeurs. C'est pour ça que parallèlement, on a mis, quand a été adoptée la loi Besson, on a mis en place un dispositif de relogement social prioritaire pour gérer ces questions d'urgence. Donc aujourd'hui, un candidat qui est demandeur dans le cadre du droit commun, si pour X raison, il ne peut pas attendre son tour, il est expulsé, c'est quelqu'un qui est mis à la porte de chez ses parents, son logement, enfin peu importe les situations, il a besoin d'un relogement rapide. Donc ce candidat va pouvoir saisir cette filière de relogement social prioritaire via un travailleur social. Et cette filière de relogement social prioritaire qui travaille sur des offres dédiées, c'est important, dédiées à cette filière-là, va proposer, une fois qu'elle a validé le caractère d'urgence de la situation, va proposer un logement temporaire ou un hébergement temporaire à ce candidat, le temps que son tour arrive dans la file d'attente. C'est-à-dire qu'il reste demandeur HLM, il a effectivement une proposition de logement, alors soit dans le parc privé, via notre agence immobilière à vocation sociale, soit dans des offres dédiées du parc social, soit dans des hôtels sociaux, des résidences sociales, etc. Donc, il va avoir une proposition d'hébergement ou de logement temporaire pour lui permettre d'attendre son tour dans la file d'attente. Je prends toujours l'exemple de la situation d'un supermarché. Vous avez les caisses normales et les caisses prioritaires. Eh bien, effectivement, si à la caisse normale, vous avez toujours des ménages qui viennent, des clients qui viennent passer parce que monsieur est handicapé, parce que madame est enceinte, etc., devant l'ensemble de la file d'attente, au bout d'un moment, vous allez agacer l'ensemble des personnes qui attendent donc de passer à la caisse, d'où la mise en place de caisses prioritaires. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au bout du compte, quand le ménage arrive à attribution dans le droit commun, eh bien, il retourne dans cette filière de droit commun, ce qui permet de libérer les offres de la filière de relogement social prioritaire et permet d'assurer la fluidité de cette filière de relogement social prioritaire. Donc la cotation, alors j'ai bien conscience que du coup, c'est extrêmement petit. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais voilà la cotation actuelle, sachant qu'elle est en cours d'évolution et qu'au mois de juin, notre cotation va évoluer. Donc, je vais parler 2 secondes de cette cotation-là et vous dire un petit peu les limites
enfin pourquoi on va faire évoluer cette cotation. Donc c'est une cotation qui est basée d'une part sur deux natures de critères. Des premiers critères qu'on appelle les critères communs, qui sont paramétrables automatiquement. Donc je suis avec la souris, je ne sais pas si vous voyez, qui sont toute cette première catégorie de critères. Donc là, il s'agit de paramètres automatiques. Une fois que le candidat a déposé sa demande, la machine déclenche elle-même les points au regard des caractéristiques de la demande du candidat. Donc, ce sont des critères automatiques qui concernent bien entendu qui concerne tout ce qui concerne la question du statut du logement actuel du candidat. Donc, si effectivement il a une absence de logement, si il a reçu un congé par son propriétaire, si le candidat est au camping, enfin bref, donc toute sa situation par rapport au logement. Également, tout ce qui concerne sa solvabilité par rapport au logement actuel, est-ce qu'il a effectivement un loyer trop élevé qui pourrait le mettre en situation de surendettement. Et puis ensuite, des questions qui concernent sa précarité par rapport à l'emploi, est-ce qu'il est en CDD, en stage, en intérim, chômeur ou RSA. Et puis, les critères qui concernent ses conditions de ressources et sa relation et son niveau de ressources par rapport au plafond. Donc tout ça, ce sont des critères automatiques, ce sont les critères socio-économiques du candidat. Ensuite arrive toute la question de l'ancienneté de la demande. Il faut savoir que dans notre dispositif, la première année, le candidat a peu de points relatifs à l'ancienneté et le poids de l'ancienneté dans la cotation va grimper au moment où le candidat va arriver va arriver proche d'un délai anormalement long pour avoir une proposition. Donc nous, on a un délai anormalement long de 24 mois sur notre territoire. Donc effectivement, alors il est plus complexe notre délai anormalement long parce qu'il est calculé par typologie de logement. Pardon, mais prenons ce délai de 24 mois, eh bien, à partir du 20e mois, etc., on va avoir une accélération des points d'ancienneté qui va faire que le candidat qui se rapproche du délai anormalement long pour avoir une proposition va remonter dans les files d'attente pour qu'on soit en situation de lui faire une proposition. Et puis enfin, d'autres critères qu'on appelle les critères communaux, et ceux-là font l'objet d'une évolution. Alors, critères communaux, c'est un terme qui est impropre. En réalité, c'est les critères manuels, c'est ceux qu'on n'a pas automatisés. Et pourquoi on les a appelés critères communaux? C'est parce que c'est la commune qui a la responsabilité, effectivement, d'attribuer de manière manuelle ces points de priorité qui étaient liés à 3 types de critères. Le premier critère, l'éloignement domicile-travail, qu'on avait considéré comme étant un critère non automatisable, parce que la question de l'éloignement de domicile-travail est très relatif, puisqu'on peut travailler de nuit, par exemple, et habiter à 5 km de son lieu de travail, mais on n'a pas de transport en commun la nuit, une personne qui n'a pas de véhicule, et du coup, les 5 km paraissent une distance gigantesque à parcourir. En revanche, on peut habiter à 20 km de son lieu de travail, mais avoir des horaires tout à fait classiques, être en mesure d'utiliser les transports en commun, et auquel cas, c'est pas parce qu'on habite à 20 ou 25 km que ça pose un problème. Donc, on avait considéré qu'il y avait besoin d'instruire cette question du rapport de l'éloignement domicile-travail et qu'on ne pouvait pas l'automatiser, et donc ça faisait l'objet de critères de points manuels. Le lien avec la commune, on en reparlera tout à l'heure, mais on a considéré que le lien avec la commune est définitivement illégal, puisque c'est ce qu'on avait compris dans les critères discriminants. Alors le lien avec la commune, c'était de pouvoir privilégier, accorder des points supplémentaires aux ménages qui avaient un ancrage sur la commune, soit par rapport effectivement à un réseau familial, soit parce qu'ils travaillaient plus spécifiquement sur la commune, etc. Et puis des points liés au rapport social. Quand il y avait un rapport social, effectivement, la possibilité pour la commune d'accorder des points supplémentaires. Donc ça, c'est en évolution. C'est en évolution parce que, effectivement, les critères communaux ont été très peu utilisés dans notre système, parce qu'à partir du moment où ce sont des critères manuels, eh bien, ce travail de mettre des critères, d'accorder des points de manière manuelle suppose une instruction
en profondeur de chacune des demandes au moment du dépôt de la demande. Et en définitive, cela se fait sur très très peu de communes. Et donc, on avait une utilisation très inéquitable de ces critères communaux. Des demandeurs sur certaines communes pouvaient bénéficier de critères communaux et sur d'autres communes ne pas en bénéficier parce que la commune n'était pas en mesure de faire ce travail d'instruction préalable. Donc, il a été décidé, effectivement, à compter du mois de juin prochain, d'automatiser l'ensemble des critères et d'être donc sur des critères paramétrés et dont les points sont directement affectés par la machine, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis l'autre raison de l'abandon des critères communaux, c'est qu'effectivement, on a considéré que le lien avec la commune n'était pas un critère recevable et ne devait plus être un critère de discrimination, même de surcotation à un moment donné d'une demande. Voilà, c'est le choix métropolitain qui a été fait. Je continue, je me dépêche. Voilà. Donc là, c'est effectivement. Donc aujourd'hui, on a un système de cotation qui est en évolution. Parce que notre système de cotation, alors je suis désolée pour la plate couleur, parce que je m'aperçois que la plate couleur à l'écran, ça passe pas très bien. Mais notre système de cotation, tel que je viens de vous le décrire, au-delà de la question des critères paramétrables ou des critères communaux, a eu besoin en tous les cas d'être revisité, notamment pour mieux intégrer les questions liées aux mixités. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement notre système privilégiait d'une manière très très forte les demandes les plus précaires, les ménages au profil les plus précaires, et qui nous permettait pas de gérer de façon correcte la mixité, notamment au niveau des livraisons de logements. Donc, on a rebattu les cartes pour avoir des files d'attente plus mixtes, notamment en haut de la file d'attente, avoir un peu plus de diversité de profils et de mieux prendre en compte aussi des nouveaux besoins, notamment la question des travailleurs pauvres, notamment la question de la séparation des couples avec enfants. Donc, tout ça a plaidé pour revoir notre grille de cotation. On a aussi souhaité revoir notre grille de cotation parce que effectivement, dans une logique d'assurer les équilibres de mixité à l'échelle des opérations, des communes, des quartiers, on avait trop de communes qui, dans le cadre du processus rapprochement offre-demande, effectivement ne respectaient pas la file d'attente telle qu'elle était classée, ne la respectait pas, tout simplement parce que effectivement, comme on avait des files d'attente peu mixtes, eh bien, elles s'autorisaient à aller piocher un peu partout dans les files d'attente pour recréer de la mixité. Mais du coup, chacune des communes un peu à sa sauce, à sa manière, et donc on n'était plus du tout en phase avec la question de l'équité d'accès sur notre territoire. Et surtout de la question effectivement d'une homogénéisation des processus d'attribution sur notre territoire. Donc on est en train de faire évoluer notre système de la manière suivante. Donc évoluer vraiment dans cette logique d'avoir un système beaucoup plus au service d'une politique de peuplement. Donc d'un outil d'aide à la décision, nous allons passer à un outil d'ordre d'instruction. Alors, il ne s'agit pas effectivement d'arriver à un système automatique des attributions, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on refuse, mais plutôt de se dire qu'effectivement, la cotation permet de classer les demandes par ordre de priorité, et donc on considère que chacune des communes ou des bailleurs, on y reviendra tout à l'heure, ou de Action Logement, on y reviendra aussi tout à l'heure, eh bien effectivement, se doit d'instruire les files d'attente dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai un logement qui se libère, j'ai un premier candidat, eh bien à minima, je dois regarder ce premier candidat et indiquer via un menu déroulant pourquoi je considère que ce premier candidat ne peut pas être positionné sur le logement qui se libère. Donc, ce qu'on est en train d'organiser, c'est effectivement les conditions de la transparence sur l'instruction, puisque il nous apparaissait que ces conditions de transparence sur le processus d'instruction n'étaient pas complètement assurées et qu'en tous les cas, notre système de hiérarchisation
n'obligeait personne à le suivre dans l'ordre pour l'instruction. Donc, à compter du 1er juin, effectivement, on aura un ordre d'instruction, mais qui n'est pas équivalent à un ordre d'attribution. Il faudra juste dire pourquoi on ne fait pas la proposition au candidat qui arrive premier sur la file d'attente, ou deuxième, ou troisième. Deuxième point d'évolution important, on va abandonner l'universalité de la cotation, puisque effectivement, la question d'une cotation universelle appliquée sur l'ensemble des parcs, quelle que soit l'occupation sociale des parcs, effectivement, provoque la situation que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'on vient ajouter des situations de la pauvreté à la pauvreté sur les quartiers les plus en difficulté. Donc, on va abandonner l'universalité de cette cotation et on va notamment mettre en place des filtres sur des secteurs identifiés, qu'on identifie grâce à la mise en place d'un observatoire de l'occupation du patrimoine social. Et sur ces secteurs qui seront identifiés comme des secteurs à enjeu de rééquilibrage, eh bien là, effectivement, on pourra privilégier, en tous les cas, on pourra mettre des filtres à notre processus de cotation. Par exemple, sur un quartier QPV, on pourra considérer que, effectivement, si l'ensemble du secteur, on n'a que des bénéficiaires du RSA, eh bien, de ne plus faire proposition à des bénéficiaires du RSA, mais uniquement à des demandeurs salariés, même s'ils ont des faibles ressources. Et puis d'autre part, donc une gestion des priorités aussi à différencier. Aujourd'hui, on a un accord collectif intercommunal qui ne différencie pas les priorités en fonction des différents territoires, et là aussi dans un objectif de politique de peuplement équilibré et aussi dans un objectif aussi de contribution en fonction des caractéristiques des différents territoires et de la capacité des territoires à accompagner les ménages, on pourra avoir donc des objectifs d'accueil des publics les plus prioritaires différenciés en fonction de la taille, de la nature, des caractéristiques de chacun des territoires. Et je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais je vais vous en parler très rapidement. Donc cette cotation, ce principe de cotation, de hiérarchie, j'aime pas le terme de cotation, donc moi je parle souvent de hiérarchisation de la demande, va être étendu aux mutations et interorganismes, va être interorganisme, c'est-à-dire que les organismes HLM ne vont pas utiliser la même grille de cotation que la cotation qu'on utilise pour quelqu'un qui souhaite rentrer dans le parc, mais va utiliser une grille de cotation qui soit une grille de cotation commune donc à l'ensemble des bailleurs qui interviennent sur notre territoire. Donc ça, c'est très, très important puisqu'on a aussi vraiment beaucoup le souci d'assurer également de l'équité dans les parcours résidentiels. Et enfin, Action Logement va intégrer notre dispositif de cotation. Et avec Action Logement, on procédera également par filtre, c'est-à-dire on filtrera, on partira de la hiérarchisation des files d'attente telle qu'elle existe, mais on y ajoutera un filtre, c'est-à-dire qu'on leur enverra que les candidats qui sont bénéficiaires du contingent d'Action Logement. Et enfin, sur les refus, puisque vous avez parlé tout à l'heure des refus, nous aussi on a un système effectivement et en cours d'évolution sur la question des refus. Les élus ont décidé de ne pas appliquer de pénalisation pour le premier refus, considérant que ce premier refus permettait peut-être au ménage de mieux requalifier sa demande par rapport à une offre dont il prenait conscience au moment de la proposition. Par contre, on a un système de gel sur le deuxième et le troisième refus, et très important, à partir du quatrième refus, tout demandeur perdra ses critères de priorité de manière définitive, ces critères de priorité qui relèvent des critères socio-économiques et ne pourra accéder au logement social que via les points qu'il aura acquis au niveau de l'ancienneté. Donc c'est notre manière de gérer la question des refus. Je vous ai mis, donc c'est pas lisible, mais vous aurez accès bien entendu au diaporama via ce site. La nouvelle cotation telle qu'elle va être appliquée au mois de juin, donc il n'y a plus de critères effectivement manuels, tout est automatisé. Et on a retravaillé donc sur la pondération de cette cotation en tenant compte à la fois des objectifs de mixité qui sont recherchés, à la fois de l'évolution des précarités, d'intégrer beaucoup plus la problématique des travailleurs pauvres et de tenir compte aussi de la question de l'ancienneté de manière à ce que chacun puisse avoir une proposition dans les délais qui sont normaux sur notre territoire.
Et enfin, je vous ai mis une dernière diapo qui effectivement concerne les outils, l'ensemble des outils qui seront à mobiliser pour mettre en place notre politique de peuplement, parce qu'effectivement, c'était juste pour attirer votre attention que la question de la cotation n'est qu'un outil parmi tant d'autres et que on a quand même un champ d'intervention beaucoup plus large pour gérer les questions d'accès au logement, les questions d'équilibre de mixité, qui sont bien entendu les processus qui concernent la structure de l'offre, notamment la question des politiques des loyers, parce que une file d'attente hiérarchisée par ordre de priorité, des règles qui sont définies pour l'accès au logement, si par ailleurs on a une structure des loyers qui ne permet pas d'assurer l'égalité de capacité d'accès sur l'ensemble du territoire, et bien effectivement ça peut être contre-productif. Bien entendu, tout le travail sur les processus d'attribution et également un point qui reste quand même très important, c'est la question des stratégies résidentielles du ménage, puisque de toute manière, au bout du compte, c'est bien le ménage qui décidera d'aller habiter là où il le souhaite. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Demélé. Donc, on va passer aux questions, donc avec vous. Voilà, donc en attendant que nos participants posent leurs questions, je vais donner la parole à Claire Delpech. Bonjour Nathalie. Alors, une question assez simple en fait, mais qui concerne la capacité d'adaptation du dispositif de Rennes Métropole au regard de ce que prévoit le projet de loi, puisque le projet de loi prévoit notamment des quotas, entre guillemets, 25% de ménages pauvres hors QPV, un quart des logements réservés obligatoirement prioritaires. Est-ce que le système de Rennes, mais j'ai l'impression que oui, et comment peut-il rapidement s'adapter aux injonctions du projet de loi? Je dirais qu'on ne s'est pas extrêmement torturé pour ces questions-là, puisque de toute façon, notre profil de la demande et le profil des attributions aujourd'hui fait que 25%, on est bien en deçà de la réalité du profil des attributions. Donc, il n'y a pas de difficulté. Alors après, il faudra effectivement bien écrire nos documents pour que les choses apparaissent de manière très emboîtée. Mais la réalité, quand on fait l'évaluation des attributions, concrètement, et des propositions qui sont faites, c'est qu'on est bien au-delà de ces objectifs-là, concrètement, sur le terrain. On a quand même au global sur Rennes Métropole, on a de mémoire 52% des attributions qui sont dédiées à des ménages qui sont en dessous de 30% des plafonds de ressources. Donc voilà, 46% sur Rennes, 36% sur les communes de Rennes Métropole, 66% en QPV. Donc nous, notre question, elle n'est pas tant de savoir si effectivement on va loger les publics prioritaires, parce que les publics prioritaires sur le territoire de Rennes Métropole sont logés, et le système de cotation avec la gestion des priorités telle qu'on l'a définie, sans pour autant ne pas faire de propositions aux ménages qui rentrent de manière très classique dans les conditions du parc social via uniquement leur ancienneté, est gérée sur notre territoire. Nous, notre question, c'est vraiment les questions du rééquilibrage des peuplements. C'est plutôt là-dessus qu'effectivement, on a un gros boulot à faire par rapport au projet de loi et en tous les cas à l'intention indiqué dans le projet égalité-citoyenneté, rééquilibrage, notamment au regard de la question attribution, structure de l'offre, et donc on a un travail à faire sur la structure de l'offre et la redistribution des loyers. Alors on a une question de Madame Martin Raget de la métropole Aix-Marseille-Provence. Elle vous demande quelle est l'influence de l'enregistrement de la demande en commune sur le système. Cela ne privilégie-t-il pas la préférence communale? Dispose-t-on du chiffre des affectations de logements sur des communes différentes de celles du lieu d'origine? Alors, de toute façon, donc, toute la demande est enregistrée par les communes. Les organismes HLM n'enregistrent pas la demande sur notre territoire. Donc ça, c'est un élément important. Donc c'est les communes qui sont lieu d'enregistrement. Alors les organismes de fait de par la loi,
mais dans la manière dont on s'est organisé sur le territoire, ce sont les communes qui enregistrent la demande. Alors, dans le cas d'un fichier commun de la demande, c'est-à-dire que, bien entendu, le demandeur n'a qu'une démarche à faire pour s'inscrire à la fois sur les 43 communes s'il le souhaite, ou s'inscrire sur 2 ou 3 communes. Donc, c'est bien, toutes les communes enregistrent la demande, mais elles enregistrent la demande pour l'ensemble du territoire et pas uniquement pour leur territoire communal. La préférence communale. Je pense que dans une première phase de mise en œuvre de tout ça au milieu des années 2000, je pense qu'effectivement les communes ont probablement privilégié à certains moments, à la manière un peu de Paris, donc pour des candidats qui arrivaient voilà, en haut des files d'attente, plutôt des candidats déjà habitants dans la commune. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas parce que d'une part, on a un cadre métropolitain qui ne l'autorise plus tout à fait, et puis que d'autre part, elles ont produit tellement de logements, ces communes-là, que ça fait bien longtemps qu'elles ont résolu la question de la demande endogène qui est propre à leur territoire. Elles ont besoin des demandes extérieures pour pouvoir effectivement attribuer les logements sociaux. Donc le volume des attributions tel qu'il existe aujourd'hui de production sur Rennes Métropole ne pousse pas, en tous les cas, à avoir cette préférence communale. Et encore une fois, à partir du 1er juin, de toute façon, ça sera même plus possible puisque c'est un critère qui va disparaître totalement de nos fichiers. Je rappelle qu'on est dans un fichier commun de la demande, donc chaque commune récupère bien le fichier classé par ordre de priorité, que la demande ait été enregistrée par la commune ou qu'elle ait été enregistrée par la commune voisine. La commune récupère son fichier classé par ordre de priorité. Oui, alors à l'opposé de la première question, on voit bien que le système de Rennes est très avancé. Il l'est aussi parce que, comme tu le rappelais fort justement, cette politique, elle est en place depuis longtemps, donc elle a eu l'occasion de vivre, de se développer. Qu'est-ce que finalement on pourrait donner comme recommandation aux collectivités qui découvrent un peu cet exercice, sachant qu'il y a énormément de champs à couvrir, à la fois l'offre, la demande, tous ces systèmes de contractualisation au niveau du territoire avec la CI, mais aussi avec les bailleurs. En quelques mots, même si la question est, et j'en ai bien conscience, un peu compliquée, quelques points solides sur lesquels on peut s'appuyer pour rentrer dans ces dispositifs complexes. Alors en ce qui nous concerne, moi je vais parler de notre propre expérience, c'est la co-construction tout le temps, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important, alors ça paraît évident comme ça, un peu galvaudé comme notion, mais il apparaît effectivement extrêmement important d'associer l'ensemble des partenaires en ce qui nous concerne l'ensemble des communes. Nous, la grille de cotation, elle a été définie avec l'ensemble des communes et l'ensemble des adjoints aux affaires sociales des communes, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus social entre guillemets qu'on aurait pu l'être si on avait proposé nous-mêmes une grille de cotation, c'est-à-dire que les communes sont confrontées à des situations, à des difficultés, c'est elles qui gèrent les ménages au quotidien et elles avaient vraiment cette pression de la gestion des précarités sur leur territoire et elles ont vraiment voulu privilégier les demandes les plus prioritaires sans qu'on ait besoin de venir rappeler un certain nombre de contextes. Donc la co-construction avec les communes et bien entendu les organismes HLM est extrêmement important. Autre élément important en ce qui nous concerne, moi je pense que ce qui fait le facteur de réussite du système métropolitain rennais, c'est la gouvernance de ce système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de faire à la place de, mais bien de définir le rôle de chacun. Le rôle de l'EPCI, de la métropole, c'est de définir le cadre commun qui doit être mis en œuvre par tous, le socle de la solidarité intercommunale qui doit être mis en œuvre par tous, au nom du fait que effectivement Rennes Métropole met en place un PLH, que ce PLH c'est un menu, c'est pas une carte, on vient pas piocher uniquement un certain nombre de bouts d'actions,
mais on met en place la globalité de ces actions, et que c'est Rennes Métropole qui effectivement accompagne financièrement très fortement les communes, la production des communes, et aussi la mise en réserve foncière, enfin toute la politique de production et d'aménagement des communes. Donc la question de la gouvernance est très importante. Rennes Métropole ne fait pas à la place de. Il n'y a jamais eu d'objectif de substitution, et d'ailleurs le projet de loi est très ambigu par rapport à ça, sur la question de la délégation, avec le fait de ne plus autoriser la délégation des contingents préfectoraux aux communes. Je pense que ce qui est important, c'est le cadre commun tel qu'il est défini, la manière dont on organise ce cadre commun, et puis son articulation avec une gestion qui reste une gestion de proximité dans la mise en œuvre, et qui fait que tous les acteurs s'y retrouvent. Et ça, je pense que c'est vraiment, en tous les cas pour notre territoire, c'est vraiment un élément fort de réussite de notre dispositif. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des projets de loi, pourquoi on a réussi à avancer avec les communes, c'est qu'on leur a toujours dit, bien vous voyez, il faut continuer à avancer, sinon demain, les dispositifs vous échapperont, et ils seront mis en œuvre par d'autres partenaires, ou ils seront mis en œuvre dans d'autres cadres. Et donc, effectivement, le fait de dire, on est d'accord sur un cadre commun, et de ce cadre commun, on prend en charge la mise en œuvre de la responsabilité, on prend en charge la responsabilité de la mise en œuvre, et on accepte l'évaluation du dispositif. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Il faut faire attention, il me semble en tous les cas, à une métropole ou à des communautés d'agglomération qui voudraient se substituer trop à cette échelle de proximité, qui est l'échelle probablement la plus pertinente pour rapprocher l'offre et la demande. Dans notre contexte à nous, alors après on peut avoir des contextes extrêmement différents, notre contexte à nous, je le rappelle, c'est que les organismes HLM n'enregistrent pas la demande, et que toute la demande est centralisée. On a mutualisé les contingents publics depuis fort longtemps. Donc, Alors, une question très intéressante de Madame Girard de la mairie de Choisy-le-Roi. Avez-vous constaté une pression moins importante à l'accueil du public depuis la mise en place de la cotation, et une communication transparente sur ce dispositif? Alors, comme la cotation, je dirais, elle existe depuis tout le temps, donc je ne suis pas capable de vous dire si on a une pression moins importante à l'accueil du public, mais je ne pense pas. Et je pense, et je peux même dire que non, parce que jusqu'à présent, et c'est un peu les pistes de progrès de notre dispositif, c'est qu'on n'était pas très transparent vis-à-vis des demandeurs sur notre dispositif de rapprochement offre-demande. C'est-à-dire qu'effectivement, on indique dans un livret de liaison que sa demande va être priorisée dans le cadre des priorités qui sont définies, mais sans vraiment aller beaucoup plus loin, ni même sur la nature des priorités qui sont définies. Donc là, effectivement, avec la mise en place de la loi Allure, du plan partenarial de gestion de la demande, on va être beaucoup plus transparent sur cette question-là vis-à-vis du demandeur. Après, et Claire l'a cité tout à l'heure, et Anne-Catherine aussi, je crois, il faut faire attention de ne pas tomber dans la démagogie, c'est-à-dire que de faire attention à ne pas... Enfin, nous, on est totalement opposés à tout dispositif qui nous obligerait à indiquer un rang dans la file d'attente aux demandeurs, parce qu'on peut être premier d'une file d'attente, mais que 2 secondes, le temps qu'un autre demandeur passe devant vous, donc ça ne veut rien dire, la place que vous occupez dans la file d'attente, parce que c'est pas un système presse-bouton déjà, parce que c'est un fichier vivant, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et on est aussi extrêmement réservé à la communication de points, parce que là aussi, on peut avoir, je dis n'importe quoi, 100 points, et pas avoir de proposition, et son voisin en avoir 90 et avoir une proposition. Et donc susciter comme ça un sentiment d'iniquité qui serait injustifié comme sentiment, parce que, encore une fois, on est bien dans une instruction, le candidat, le ménage par rapport à un logement, essayer de faire le meilleur approchement offre-demande possible, le plus qualitatif, qui correspond à l'ensemble de la problématique de la politique publique. Donc, par contre, dans le cadre de notre plan partenarial de gestion de la demande, effectivement, on communiquera sur des délais moyens par typologie de logement pour attendre un logement, qui donnera donc une référence au candidat. Effectivement, s'il est sur un T2, eh bien, on pourra lui indiquer, s'il est sur telle ou telle commune ou tel quartier, qu'il a un délai moyen de 20 mois, ou de 15 mois, ce qui lui permettra effectivement d'avoir une référence par rapport au parcours de sa demande.
Alors, Madame Girard nous précise qu'elle ne pensait pas à une communication précise à chaque demandeur, mais simplement une communication générale sur les critères de cotation. Ça, on va le faire. Voilà. On va mettre en place une communication. Je ne sais pas si on va publier les points, je ne sais pas si on va aller jusqu'à comme Paris, parce que justement, il faut faire attention que les demandeurs, enfin, ce qu'un demandeur a du mal à comprendre, c'est que plus de points ne veut pas dire une attribution plus rapide. Et donc, il faut faire très très attention à ça. Mais Paris n'est pas tout à fait dans le même système que nous, puisque Paris est sur un système automatique, c'est-à-dire que leur système de hiérarchisation permet d'automatiser leur processus d'attribution, ce qui n'est pas du tout notre cas, comme vous l'avez compris. Ça permet d'automatiser notre processus d'instruction, mais pas d'attribution. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Donc, j'en profite pour remercier toutes nos intervenantes, remercier spécifiquement évidemment la DCF et puis Espace Cité, puisque nous arrivons au terme de ce cycle de webconférences donc sur l'attribution des logements sociaux et la réforme. J'en profite pour vous rappeler que les précédentes sessions sur la conférence intercommunale du logement, sur l'observation au service des politiques d'attribution, sur l'accueil et l'information du demandeur et enfin sur la mixité sociale, concept et mobilisation de politique de l'habitat sont évidemment disponibles en replay sur le réseau Habitat Logement, sur le site de la DCF et sur Espace Cité, ainsi évidemment que cette session d'aujourd'hui. La webconférence que nous avions faite également le 14 avril sur les mesures logement de la loi égalité citoyenneté, on l'a évoqué lors de cette webconférence. Cette webconférence est également disponible en replay, je vous invite vivement à la regarder. Et puis nous aurons le plaisir de nous retrouver le 6 juillet à 10h30 pour une nouvelle webconférence à nouveau sur la loi égalité citoyenneté, mais cette fois nous ferons un focus sur les apports de cette loi sur le dispositif SRU. Voilà, donc je vous invite d'ores et déjà à réserver votre date et puis, vous le voyez, à remplir le questionnaire de satisfaction qui s'affiche sur votre écran. Et donc, je remercie une nouvelle fois Madame Demeylet de sa disponibilité et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt.